Bonjour à tous et bienvenue dans la PSL Room, le podcast qui met le poker live au cœur de la table. Je suis Anthony et dans ce podcast, je pars avec vous à la rencontre de personnalités du poker. On revient sur leurs anecdotes de parties mémorables, leur expérience et on vous dévoile tout ce qui fait vibrer l'univers du poker live. Mais PSL, ce n'est pas uniquement un podcast, c'est avant tout l'application mobile parfaite pour vous accompagner sur toutes vos parties en live, que ce soit en tournoi comme en cash game. Avec PokerStack Liberty, vous pourrez notamment calculer votre stack à la big blind près. Plus d'approximation, tout est optimisé. Partagez vos variations de stack sur vos réseaux sociaux, mais également avec vos amis et votre groupe de travail. Tout cela en un seul clic. Créez votre table en temps réel, indiquez le nombre de joueurs, prenez des notes sur vos adversaires et enregistrez-les. Suivez votre bankroll live avec tous les frais inhérents à la pratique de notre passion. Et si vous aimez le poker autant que nous, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires et une note 5 étoiles pour que la communauté PSL continue de grandir. À présent, il est temps de présenter notre nouvel invité. Bonne écoute. Une intention. Donc, c'est quelqu'un aussi dont les décisions sont claires, c'est-à-dire qu'il sait pourquoi il fait les choses, il est en accord avec lui-même, donc il a un plan, tu vois, il a une identité de joueur et il se fait confiance, il suit ses intuitions, il assume ses choix et c'est quelqu'un aussi qui est dans le moment présent, c'est-à-dire il va pas fantasmer la performance, il se projette pas, il revit pas non plus ce qui s'est passé hier, il est là, il est ancré dans l'instant et en fait, il s'adapte. Ça, c'est très important aussi. Salut Audrey. Salut Anto. Comment tu vas? Super, et toi? Ça va très bien. Donc tu es en direct de chez toi, de Marrakech, c'est ça? Enfin, au Marrakech même, oui? En direct de Marrakech, tout à fait. Trop bien. En plus, je te demandais tout à l'heure en off, parce que j'avais le doute, mais il me semblait qu'il y avait un décalage horaire, mais du coup, tu me disais que il y a une période de l'année où il y a un décalage horaire, et là, non. Donc Pas c'est bon. l'hiver. Voilà, on est exactement sur le même horaire. Plus pratique pour toi et pour tes coachings, du coup, je suppose, mais on va pouvoir en reparler. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les personnes qui te découvrent? Alors, donc, je m'appelle Audrey. Je suis donc coach mental spécialisée pour les joueurs et joueuses de poker. Et donc, j'accompagne les joueurs dans la performance, à avoir plus confiance en eux et pour tout ce qui est lié vraiment à la performance, notamment dans le poker. Yes. Et du coup, t'es arrivé comment dans le poker? Comment est-ce que tu as découvert ça? Alors, donc, je suis également joueuse de poker depuis presque 10 ans maintenant, passionnée par le poker. Donc, je suis arrivée par curiosité et je me suis tout de suite passionnée par ce jeu, en fait, il y a 10 Ouais. ans. Donc En tournoi direct ou? alors cash game et tournoi, mais vraiment ce que j'aime le plus, c'est les tournois. C'est la compétition, donc Ouais, c'est les compétitif. tournois que j'aime le plus. Mais j'ai commencé avec le cash game. OK. Donc voilà et donc je me suis passionnée par ce jeu. Je me suis passionnée notamment par le live. Tout de suite, ouais, j'étais fascinée par le live et justement le côté humain qu'il y avait autour des tables. Ouais. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au départ dans le poker. OK. Et du coup, donc c'était déjà en France, c'était vers quelle région? Ou déjà en milieu associatif, amateur peut-être? Ou comment t'as démarré en live? Tu parles du live? Alors à l'époque, j'étais à Paris, effectivement, donc j'ai démarré le poker à Paris. J'ai tout fait, donc que ce soit, les clubs associatifs, le fameux le Paname, Club à Paris, Ouais. j'en faisais fait partie, l'API aussi. J'étais dans plusieurs clubs associatifs. J'ai beaucoup joué à Clichy, au Circus. Ouais, Ah ouais, OK. j'ai fait. Trop cool. Et est-ce que c'est déjà à ce moment qu'il y a eu un déclic qui t'a fait comprendre que le mental, ben, ça a une part, importante dans le poker? À quel moment tu l'as compris ça, ce déclic? Au bout de combien d'années de jeu ou? Très rapidement, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte de ça parce que je me suis aperçue que je pouvais voir des joueurs qui étaient, très bons techniquement, mais qui, quand ils craquaient mentalement, bah, ils étaient capés et ils pouvaient pas performer à leur plein potentiel. Ouais, ouais. Sortaient complètement de leur partie, quoi. Voilà, donc combien de joueurs j'ai vu tilt, et du coup, bah, ouais, craquer puis et puis sortir, alors que s'ils avaient
su comment faire mentalement, bah, il y aurait pas eu les mêmes conséquences. Donc c'est quelque chose que oui, j'ai remarqué, très, 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 très vite et bien sûr, bah, c'est aussi pour ça que j'ai voulu les aider. Et du coup, t'es arrivé comment toi dans le coaching mental? Quel a été ton parcours là-dedans pour te spécialiser dans le poker du coup? Alors, bien donc j'ai eu une période où j'ai énormément grindé online parce que donc comme tu as compris, je viens du live, mais il y a un moment donné où je me suis beaucoup mis online, un petit peu comme tout le monde à la période du covid. Ouais. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai compris que, j'avais vraiment toutes les qualités, pour être, coach mental et qu'au-delà du fait que oui, j'aimais jouer, j'étais pas forcément faite pour, faire que du grind online OK. et j'avais vraiment j'ai compris en fait que ma vocation, elle était là, à aider les joueurs de poker, mentalement. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, donc pendant le covid. C'est à ce moment-là donc j'ai fait une formation donc préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, OK. puis que je me suis formée, par beaucoup de choses que j'ai lues, que j'ai vues, plus mon expérience, enfin une tonne de choses qui font que je suis devenue la coach que je suis aujourd'hui. Mais c'est, voilà, c'est à ce moment-là que donc ça fait, maintenant un peu plus de 5 ans que je coach. OK. Donc du coup, la formation avec la spécialité du coup pour les sportifs de haut niveau, donc tu as vraiment trouvé un parallèle, je suppose, entre le sportif de haut niveau et le poker. Est-ce que c'est un rapport à la performance? C'est quoi le rapport à la performance que tu peux trouver, là-dedans? Oui, donc c'est ça, c'est le rapport à la performance effectivement. Donc pour moi, un joueur de poker, c'est équivalent à un sportif de haut niveau. Donc tout ce qu'on applique aux athlètes, on les applique également dans le poker et moi j'ai toujours eu un rapport, à la performance, enfin j'ai toujours été très liée à la performance Ouais. parce qu'en fait avant de découvrir le poker, j'ai été 15 ans commerciale. OK. Donc la performance, Heu, c'était vraiment mon fallait terrain de jeu quotidien. Ouais, il y avait du chiffre à faire ou des objectifs à atteindre? Voilà, du chiffre à faire, des objectifs à atteindre et également j'ai été dans des sociétés où il y avait beaucoup de challenges, beaucoup de compétitions internes, des classements, des challenges à l'année et cetera OK. et moi je suis quelqu'un qui suis très compétitrice. J'adore le challenge, le fait de me dépasser, donc en fait, c'est quelque chose qui voilà, si tu étais la meilleure enfin le meilleur commercial France, ils avaient des très bonnes récompenses et cetera. Donc moi, je faisais tout pour, j'étais à fond dedans, je faisais tout pour gagner les récompenses et ça m'est arrivé plusieurs fois. OK. Donc voilà, c'était un environnement qui était exigeant, mais moi je m'épanouissais là-dedans pour progresser, pour me challenger et toujours pousser mes limites. Ouais, faut aimer la compétition et parfois besoin de se peut-être de se remettre en question et du coup ça te pousse à aller plus loin quoi, à être meilleur. Exactement. Donc c'est ça, c'est pas la performance pour prouver, mais c'est la performance pour, sans cesse évoluer. Ouais. Oui, dans le bon sens du coup et du coup pour toi, si on parle, de performance, c'est quoi un joueur qui est, prêt à gagner? Donc on va dire mentalement qui a les bases pour pouvoir, être solide dans le poker? Alors, un joueur qui, pour moi, qui est prêt mentalement à gagner, c'est, c'est quelqu'un qui arrive en fait préparé intérieurement. Donc OK. c'est quelqu'un qui a ses routines, qui a de la discipline, qui a une intention. Donc c'est quelqu'un aussi dont les décisions sont claires, c'est-à-dire qu'il sait pourquoi il fait les choses, Mmh. il est en accord avec lui-même, donc il a un plan, tu vois? Il a une identité de joueur Ouais. et il se fait confiance. Il suit ses intuitions, il assume ses choix. Et c'est quelqu'un aussi qui est dans le moment présent. C'est-à-dire que il va pas fantasmer la performance, il se projette pas, il revit pas non plus ce qui s'est passé hier. Mmh. Il est là, il est ancré dans l'instant et hem et en fait, il s'adapte. Ça, c'est très important aussi pour moi. Ouais. C'est quelqu'un qui va beaucoup s'adapter, donc il observe, il ajuste, il modifie son rythme en fonction de ce qui se passe, sa stratégie, Donc mais tout en restant lui-même. il adapte aussi sa technique du coup, si jamais il a une table qui est moins belle, il peut, bah, justement rentrer dans moins de coups, faire plus attention sur, essayer de pas, surjouer les joueurs, des choses comme ça et attendre son moment pour, Exactement, il va être plus patient et il va s'adapter, voilà, il va pas essayer de forcer les choses, Mmh.
si les joueurs se rebellent plus, etc. Ouais. C'est quelqu'un qui est stable, clair, aligné et confiant. Ouais. Et j'entendais David dire dans un podcast avec David Laroche, c'était intéressant. Il disait que le fait Mmh. de se déconcentrer aussi, c'est important parfois parce Ouais, que si tu analyses tout, surtout David dit qu'il analyse beaucoup, si tu analyses tout, en fait, ça te mindfuck un peu ton cerveau. Il n'a pas le temps de s'aérer et de se déconcentrer. Et du coup, on sait qu'on peut pas rester concentré une trop longue période, mais ça te fatigue quand même, quoi. exactement. J'ai beaucoup aimé ce podcast, soit dit en passant. Ouais, Très c'est bien. bien, ouais. Mmh. Et donc effectivement, c'est très vrai ce qu'il dit. Apprendre en fait à se relâcher pour mieux se concentrer. Ne pas croire qu'on peut rester concentré, pendant, 30 minutes, 1 heure, et cetera. Ce n'est pas possible. Donc Ouais, on se concentre dans les moments importants, donc notamment, quand on a du jeu et qu'on va jouer un coup. Mais effectivement, on peut pas tout observer, donc il faut apprendre à accepter qu'on va pas tout voir, qu'on va passer à côté de petites choses. Mais comme là, Davidi, il parlait justement que c'était un moment où il commençait à être fatigué, voilà, si tu es ouais, plus ouais. fatigué, tu vas savoir gérer ton énergie. Donc effectivement, tu veux mettre ton énergie là où elle est plus importante pour pas faire des erreurs, parce qu'à ce moment-là, ça peut coûter très cher. Donc c'est vraiment ça ce qui est très important à faire en live, c'est, concentrer, relâcher, concentrer, relâcher. Et bon là, c'était particulier justement au tel des joueurs et je fais le parallèle avec PSL rapidement parce que là, Mmh. j'ai utilisé de nouveau. Je fais rarement des lives, mais j'étais au Shark Bay à Divonne il y a un peu moins d'un mois. Mmh. Moi, quand je suis à table, j'utilise l'application spécifiquement aussi pour prendre des notes sur les adversaires, mais je passe pas mon event à faire ça non plus parce que même là, ça serait se déconcentrer, enfin, ça serait mettre trop de focus justement et ça serait pas bon déjà parce qu'au bout d'un moment, euh, t'es trop appliqué à faire quelque chose. Mais par contre, j'arrive à prendre des notes sur les joueurs, les tels dont je suis sûr, et j'ai plus besoin d'y toucher. Je les ai pastillés. Bon, des fois, les pastilles bougent un petit peu parce que sur quelques coups, bien sûr, il n'y a pas assez de coups pour être sûr du niveau d'un joueur. Mais bon, tu peux t'en rendre compte assez vite. Et au niveau des tels également. Et après, j'y touche plus. Et ce qui est intéressant, c'est que début d'event, j'ai beaucoup pastillé, beaucoup fait ce boulot-là, comme tu peux le faire online, hein, ce que tu fais souvent au début. Enfin, je vais pas dire mid-game, mais début de day 2, beaucoup moins. Beaucoup de focus et tout. Et quand on est arrivé en fin de day 2, à la bulle et tout ça, ben, j'ai recommencé un petit peu, mais en fait, comme je suis retombé sur des mecs que j'avais déjà joué, j'avais déjà les pastilles. Donc en fait, t'as un truc qui se fait et qui est un peu un automatisme, mais c'est vrai que c'est un support qui est pratique pour ça, quoi. Ouais, et c'est bien parce qu'au moment où justement tu as moins d'énergie et que tu dois économiser ton énergie, c'est pas là où tu vas le plus pastiller Mm. parce que tu l'as déjà fait en amont. Ouais, carrément. Bien qu'à la bulle, t'aies du temps, mais en vrai aussi à la bulle, je trouve que bah, c'est important. J'étais short en plus, donc c'est quand même important de fold beaucoup, mais dans mon cas, c'était ça, mais c'est quand même important de garder ton focus. En fait, peut-être essayer de rester déconcentré, mais aussi garder ton focus pour pas spew, quoi. Ça vaut quand même Voilà, de et puis l'argent. puis tu as plusieurs cas de si tu arrives à la bulle chip leader, là tu vas devoir beaucoup jouer, Ouais, mais il faut heu, être focus du coup, encore plus. et là il faut être très focus, donc ça Ouais, dépend aussi de ton stack et donc ça de fait ta partie de position à ce niveau-là. la dynamique à avoir. Et Mmh. si tu devais retenir un échec qui t'a vraiment appris quelque chose sur toi, est-ce qu'il y en a un ou ça serait lequel? Oui, alors un échec qui m'a beaucoup appris sur moi, c'est, le début de mes études. OK. Qui a été un échec parce qu'en fait, je savais pas ce que je voulais faire au début. Donc, j'ai commencé par une année de fac d'anglais. J'ai vite abandonné. Ensuite, j'ai fait, un DUT technique de commercialisation OK. et là, en fait, j'ai pas validé la deuxième année parce qu'il fallait avoir 10, il fallait avoir la moyenne Ouais. et il fallait avoir 10 et j'ai eu 9,65, je me rappelle. Ah putain. Donc, je suis pas passée et je me rappelle que sur le moment, c'était très compliqué parce qu'il y avait en plus très peu de personnes qui étaient pas passées. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir échoué, là où il fallait réussir, Mmh. et ce qui est marrant, c'est qu'avec le recul, j'ai compris que c'était pas un manque de capacité, c'était en fait un mauvais cadre pour moi parce que, en fait, je suis pas quelqu'un j'aime pas les cours magistraux, j'aime pas tout ce qui est trop théorique, Ouais. tout ce qui est Tout ce qui déconnecté du est réel. très dans la boîte quoi, qui resterait dans la zone, très enfermé dans une boîte, Voilà, c'est ça, et moi, j'ai besoin du terrain. J'ai toujours été comme ça. J'ai besoin du terrain, de concret, d'expérience, et en fait, j'avais envie de travailler très tôt, de pratiquer et de comprendre par l'action parce que c'est comme ça que je comprends le mieux.
Et donc en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, tout a changé parce que j'ai enchaîné, hein, j'ai continué mes études en alternance. Alternance, ouais. Donc j'ai fait un BTS Action Co, donc en alternance, une licence professionnelle, ressources humaines en alternance. OK. Et là, ça a été le jour et la nuit. J'ai super bien réussi, je me sentais à ma place, j'étais beaucoup plus impliquée, plus engagée et du coup plus performante. Ouais, ouais. Et voilà, et j'apprenais en faisant, et donc en fait, cet échec-là, je pense que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que ça m'a appris quelque chose de fondamental, c'est que je retrouve aujourd'hui chez les joueurs que j'accompagne, qui va te parler, que c'est pas parce que tu échoues dans un cadre que tu es incapable. Mmh. Donc parfois, c'est juste que tu es dans un mauvais environnement pour exprimer ton plein potentiel. Ouais. Tu pas tout à fait, à l'endroit qui te convient le mieux, quoi, tout simplement. Voilà. Donc en fait, le poker, c'est ça aussi, c'est pas qu'une question de niveau, c'est une question de cadre. Par exemple, le type de format que tu choisis, spin, tournoi, cash game, Mmh. bah, tu vois, il y en a peut-être un qui est vraiment plus fait pour toi que les autres. Ouais. Le rythme que tu t'imposes, les personnes, dont tu t'entoures, voilà, le soutien que tu as, tout ça, ça fait partie du cadre. Mmh. Et pour moi, un bon environnement, bah, ça peut révéler un joueur, et un mauvais environnement, ça peut vraiment le détruire mentalement. Ouais. Ouais, complètement. Surtout que, bon, c'est des variantes sur lesquelles tu peux t'adapter avec ton emploi du temps de ta vie de tous les jours. Si tu travailles, c'est sûr que le MTT, le soir, c'est quand même très dur parce que tu travailles le Voilà. lendemain, puis il y a beaucoup de variances. Ce soir, il y a beaucoup plus de monde. On le sait. Le cash game, ça motive pas toujours peut-être. Le spin, tu peux y jouer un peu quand tu veux, aussi, mais faire du volume. Mais dans tous les cas, il y a quand même toutes ces choses où tu peux quand même aller sur ces variantes-là pour t'amuser de temps en temps ou quoi aux caisses, parce que même si tu es joueur de cash game, on voit des gros joueurs de cash game, online ou même live qui sont présents sur des MTT, sur certains festivals, et ils viennent jouer quand même. On voit des joueurs de spin qui viennent aussi sur les festivals. Donc en vrai, peut-être qu'il y a un peu tout qui ramène au MTT en live de temps en temps sur les beaux événements, mais c'est quand même tout corrélé, ça reste du poker, quoi. Mmh. Voilà, et il faut trouver, bah, le format qui convient le mieux, Ouais, au quotidien. à ta vie aussi, c'est important. Mmh mh. Bien sûr. Alors j'ai une question. Est-ce qu'il y a une croyance sur le poker que tu as dû complètement déconstruire pour progresser? Et si oui, laquelle? Oui. Alors oui, c'est, en fait, si je travaille bien, si je fais les choses correctement, le résultat va suivre. Ouais, ouais. Genre le Parce qu'en mérite, fait, quoi. Ouais. ouais, c'est ça, le mérite, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, dans ma vie, ça a toujours fonctionné comme ça. Vu que j'ai travaillé dans le commerce, enfin, j'ai été dans des environnements, méritocratiques. Tu bosses, Ouais, tu tu progresses, tu obtiens, ouais. ouais, tu obtiens. C'est ça, tu te donnes, tu récoltes. Tout le temps, ça a été comme ça dans ma vie, et ça me convenait très bien parce que j'aime avoir le pouvoir sur les choses. Mmh. Et j'ai débarqué dans le poker, et là, j'ai pris une grosse claque. Ouais, Parce que, bah, au début, j'avais un problème avec l'injustice. Enfin, j'ai un problème avec l'injustice en général dans la vie, mais là, je l'ai eu dans le poker parce que j'avais l'impression que, enfin, je comprenais pas que si je faisais tout bien, bah, ça devait pas m'arriver comme ça. J'avais, en fait, cette croyance naïve que l'univers du poker allait récompenser ma bonne volonté ou ma rigueur, tu vois? ouais, ouais. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche, bien sûr, on le sait. Donc, j'ai dû déconstruire un truc qui est énorme, c'est au poker, tu n'as pas de pouvoir sur le résultat à court terme. Ouais. Tu as du pouvoir sur tes décisions, sur ton mental, sur ta discipline. Et donc ça peut être frustrant pour les personnes qui ont toujours eu du contrôle, dans leur vie, bah, de comprendre ça. Et moi, la variance, j'ai vécu ça au début comme une injustice personnelle. Mmh. Et aujourd'hui, je vois ça comme, bah, c'est le prix d'entrée du jeu. Parce que ce qui compte, c'est pas la situation, c'est comment toi, tu vas réagir face à la situation. Ouais, ouais, ça Est-ce va que être tu restes, stable? Est-ce que tu restes lucide? Ou est-ce que tu t'effondres, parce que tu es frustré? mmh mh. Et donc le jour où j'ai compris que mon pouvoir, il était pas dans ma réaction, qu'il était, pardon, dans ma réaction, mais pas dans le résultat, bah, là, ça a tout changé. Ouais. Donc c'était aussi pas un déclic, on va dire, mais en tout cas, tu as mis vraiment le doigt sur toi,
la chose qu'il fallait déconstruire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est Qui vraiment un truc très qui arrive beaucoup, ce biais d'injustice au poker, non? T'as beaucoup d'élèves qui sont énormément, là-dedans? énormément. C'est une grande, grande majorité, ils ont ça parce qu'ils ont ça dans la vie et forcément, ils l'ont dans le poker. Ouais, notre société est faite comme ça et bah, moi aussi, le truc d'injustice, c'est dur, surtout quand tu as fait de la compétition. Moi, j'ai fait notamment du sport, enfin du basket, Mmh. quasiment toute ma vie jusqu'au Covid, quoi. Donc tu comprends pas. Tu t'entraînes, tu travailles, tu fais de la compète, ça marche plutôt bien. Mais au poker, c'est pas du tout comme ça. C'est dur de sortir de ce schéma-là uniquement quand tu es en train de jouer. C'est ça qui est un petit Exactement. peu dur. C'est dur d'intégrer ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment Mmh, le travailler en dehors des tables. C'est quelque chose qui se travaille vraiment pour comprendre et l'accepter ouais. et vraiment quand tu comprends que, qu'il faut focus que sur les choses sur lesquelles tu as du pouvoir et que dans le poker, il y a des choses sur lesquelles tu en as pas du tout, Mmh. là, il se passe quelque chose. Et toi, c'est des exercices, que tu peux donner à tes élèves? C'est des choses qu'ils ont à faire aux tables ou même en dehors pour, travailler ces là-dessus? Ouais, exactement. On travaille beaucoup sur ces choses-là, sur, justement, je leur fais dire, «OK, sur quoi vous avez du pouvoir, sur quoi vous en avez pas». Pour vraiment, mettre en relief toute cette partie-là et qu'ils comprennent que, cette partie-là, du coup, on s'en occupe pas. On va pas mettre notre énergie Mmh. sur quelque chose, sur lequel on n'a aucun pouvoir. C'est contre-productif, Ouais, c'est inutile. intéressant, ouais. Et du coup, un petit peu dans le même thème, à ton avis, quel est le plus gros mensonge que les joueurs se racontent à eux-mêmes? Un peu plus poussé celle-là. Ouais, alors, là, je dirais, c'est le mensonge, c'est se dire: «Je dois me couper de mes émotions pour bien jouer. Ouais, il faut que je reste un robot, faut que je sois un robot. Faut que je sois un robot». C'est ça. Ça, c'est complètement faux Mais parce qu'en fait, c'est très mauvais, non, en plus? c'est très Parce mauvais. Se couper de ses émotions, en fait, c'est comme se couper d'une partie de soi. Donc, c'est impossible et c'est dangereux même mentalement. mmh, Donc, une émotion, en fait, que tu refuses, elle est là, hein, elle va pas disparaître, elle va revenir au centuple. mmh, Parce qu'elle va se transformer après en tilt, en impatience, en spew, en décision forcée justement. Donc le but, c'est surtout pas, d'éteindre ses émotions, c'est de les comprendre, de les accueillir, de les comprendre et de les réguler. Donc un joueur performant, c'est quelqu'un justement qui sait se dire: «OK, là, je sens de la frustration ou de la peur ou de l'énervement». Donc en fait, il reconnaît son ou ses émotions, il les nomme et ensuite il sait quoi en faire. Donc OK. gérer ses émotions, c'est revenir à sa respiration, voilà, apaiser le corps pour, apaiser l'esprit, se recentrer sur son intention, remettre de la clarté Ouais, avant de reprendre une autre décision surtout. Parce que OK. si tu prends des décisions sous le coup de l'émotion, c'est là où tu vas faire de grosses erreurs. Et en fait, ça s'apprend, ça se travaille comme la technique. OK, ouais, super intéressant et d'ailleurs, je me rappelle, une discussion qu'on avait eue, à Cannes, où je te Mmh. disais que ça se passait pas ouf online à ce moment-là et surtout je te disais, j'ai l'impression que enfin moi je perds ma 12 tables et c'est dur et tu m'as dit: «Fais gaffe, si tu bad run, c'est peut-être mieux diminuer le nombre de tables» parce qu'en en online, Mmh. forcément les bad beats sont plus fréquents, plus rapides et c'est dur pour toi, pour ton émotionnel de les accepter. Là où en live, je trouve que c'est vraiment assez facile. C'est des coups durs, mais c'est plus simple parce que c'est quand même, moins rapide, quoi. Les échéances sont plus longues. Donc tu as vu ce Ouais, conseil-là, ouais. exactement. Ouais, exactement. Quand on peut croire justement, il faut lancer plus de tables, non, au contraire, c'est lance moins de tables, Mmh. sois sûr que tu gères bien justement ton mental, que tu gères bien tes émotions et que si tu as trop de tables, tu vas finir par craquer mentalement, prendre des mauvaises décisions, spew. Donc il faut pas lancer plus de tables pour lancer plus de tables. Ça encore une fois, c'est une croyance, limitante, tu vois? De toujours se dire: «Le volume, le volume». Ouais, c'est Non, ce sûr qu'il qu'il faut même s'adapter là-dedans. De toute façon, si tu es dans une période pas ouf, effectivement, c'est pas le fait de vouloir à tout prix faire du volume, c'est plutôt une erreur, plutôt que de s'adapter et Exactement, mmh, voilà. C'est pas simplement le volume qui va venir compenser tout le reste. Donc ouais, c'est important d'être lucide, de jouer ton meilleur, ton high game,
bah, là, peut-être qu'à ce moment-là, parce que ça fait, des mois que tu padronnes, par exemple, bah, tu as besoin de jouer moins de tables, justement, Mmh. pour que ta qualité de jeu, elle soit supérieure. Ouais, complètement. C'était un bon conseil, je trouvais ça intéressant. À ce moment-là, j'avais pas du tout envisagé, donc c'était intéressant. Et tu Hem, l'as suivi? Tu as suivi le conseil? heu, à cette période-là, je sais plus, si j'avais diminué immédiatement, mais en tout cas, en ce moment, j'en joue moins. Pourquoi? Parce que je joue beaucoup moins à MTT puisqu'on on a, enfin, j'ai mon fils. Donc Mmh. en fait, ça m'arrive de faire des soirées où je joue 4 tables, jamais plus, du coup. Parce que si jamais il faut que j'aille m'occuper de lui ou quoi, ben, je peux passer sur le téléphone et voilà. Mais Mais là, tu es beaucoup plus, ouais, ça a rien à bah, voir. Bah oui, de qualité de jeu, quand tu bien habitué à sûr, jouer ouais. 12 tables et que tu en joues 4 après, c'est sûr que c'est un peu boring, quoi. Vraiment, c'est un peu, ça va, tu te dis, ils sont longs, c'est long, quoi. Mais, Mmh. mais c'est mieux, en tout cas, au niveau qualité, même plaisir, franchement, des fois, c'est bien aussi. Quel est le conseil mental que les joueurs essayent d'appliquer, mais qu'ils appliquent souvent mal, malgré leur bonne volonté? Hem, Bah, je dirais, justement alors, on peut parler soit de volume, justement de, bah, grind, 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 Mmh, j'ai envie de parler de ça, ou juste, le fait de savoir renoncer au plaisir immédiat, en fait, pour progresser. Parce qu'en fait, il faut savoir sacrifier justement l'envie immédiate de jouer pour progresser réellement. Et la plupart des joueurs, bah, ils veulent jouer tout le temps grind, mais il y en a très peu finalement qui travaillent vraiment en dehors des tables, que ce soit la technique ou le mental. Et il y a beaucoup de joueurs finalement qui sont toujours excités par le fait de jouer, mais pas par le fait de travailler. mmh, Donc jouer parce que c'est stimulant, ouais, ça fait du bien sur le moment, donc plaisir immédiat. Ça nourrit l'ego, l'adrénaline, mais en fait progresser, bah, ça demande souvent l'inverse. C'est, bah, prendre du recul, analyser, même quand c'est pas forcément excitant. ouais, Donc en fait, c'est comprendre que tu fais pas forcément ce que tu as envie de faire sur l'instant, mais tu penses long terme. Donc tu fais ce qui te fait progresser sur le long terme. Et mentalement, ça, c'est difficile parce que ça demande de résister, voilà, à cette envie la immédiate. dopamine, que tu vas avoir, tu es sûr d'avoir de la dopamine si tu lances, alors que si tu travailles, pas tout le monde Voilà. non. Mais tu sers un objectif qui est plus grand. Mmh, Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui en réalité n'est pas tant fait. Donc parfois ne pas jouer, bah, finalement, c'est la meilleure décision. ouais, complètement. Et est-ce que, selon toi, les joueurs ont plus de mal à se mettre au travail technique ou au travail mental pour ceux qui sont accompagnés mentalement? C'est un peu pareil ou il y a plus une facilité dans l'un que dans l'autre? Bah, ceux qui travaillent mentalement, du coup, ils ont pas forcément de mal à travailler leur mental, mais c'est plus dur à travailler seul. Du coup, c'est plus quelque chose qui se fait en coaching, alors que le travail technique, bah, tu peux Ouais, plus facilement le faire, tout seul. ouais, complètement. Plein de choses que tu peux faire sans coach. Et puis sur le travail mental, ça va être surtout aussi, mettre en place des routines. Je veux dire, s'ils ont fait l'effort de trouver leur propre routine qui leur convient bien, bah, après Après, ils les intègrent. s'ils appliquent ça, ça va, ouais. Voilà. OK, intéressant. Hem, est-ce que tu vois une évolution de la préparation mentale dans le poker live, spécifiquement dans les années à venir? Alors, bah, je pense que ça va être encore plus présent que en fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est pas encore, tant enfin, il y a tout le monde n'a pas encore un coach mental et notamment sur les événements live. Mmh, Et je pense que, bah, le poker, live va devenir de plus en plus exigeant et que, dans les années à venir, on va de plus en plus voir des préparateurs mentaux qui seront directement sur les événements live. ouais, mais toi tu l'as fait déjà, tu l'as fait pas mal de fois, Voilà, moi je le fais beaucoup, autant que possible. donc par exemple, tu vois, les WSOP à Vegas, là, ça fait 4 ans que je le fais. Ouais. Vu que c'est un long festival, heu, là, je pense qu'ils ont d'autant plus besoin parce que, bah, c'est très long de tenir mentalement Mmh, sur une période de 45 jours. Mais je l'ai aussi fait sur beaucoup de festivals plus courts et c'est vrai que, bah, que ça soit pour les accompagner, tu vois, avant un D1, D2, D3, enfin, plus ça devient, plus tu es en deep run et plus tu ouais, as besoin. Pour les breaks,
Parfois, ça peut même être après un gros coup perdu ou un gros coup gagné, pour faire des resets rapides. Mmh. Il y a plein de choses qu'on peut faire, quand on est en live avec les joueurs et je pense que ça va devenir en fait beaucoup plus démocratisé, plus naturel Ouais. et ça sera comme, tu vois, la routine d'un joueur comme, la review technique. Ouais, complètement. Mais moi, je pense que effectivement, je vois une plus grande place là-dedans dans les années à venir. Pourquoi aussi? Parce que si tu regardes maintenant en e-sport, les joueurs de Counter-Strike, par exemple, ils ont des préparateurs mentaux qui sont derrière les PC, quoi. Oui, C'est des coachs de performance, quoi. C'est pas les coachs techniques, mais ils sont là à côté d'eux parce que c'est aussi des jeux pareil. très exigeants mentalement. Et tu vrilles, tu fais perdre ton équipe. Donc là, au poker, tu vrilles, tu peux en foutre en l'air ton tournoi et ton festival derrière. Et du coup, Mmh. non, moi je pense que ça va prendre vraiment beaucoup plus de place pour que les joueurs de poker, bon, pro ou réguliers, s'entourent et ils aient vraiment leur team, quoi. Leur team avec eux, bah, pour moi, la première personne euh, pour constituer son équipe, c'est l'entourage poker. Donc c'est ses potes de grind avec qui on travaille le jeu et c'est le coach mental, quoi. Mmh. Ouais, voilà, exactement. Je pense vraiment que ça va devenir encore plus une évidence et que ça sera même un marqueur de professionnalisme. Ouais. Et alors je sais que Ithaca fait ça aussi. Nutser, ils avaient aussi leur coach mental pour les accompagner. Ben Wina, ils ont leur coach mentaux. Oui. Euh, et du coup, question aussi par rapport à ça. Les coachs mentaux, vous avez chacun un petit peu votre spécialité et votre particularité. C'est quoi ta particularité, toi, ta singularité, quoi? Bah, déjà, je pense le fait d'être une femme Oui. parce T'es que la tu seule, du coup, toujours la seule? la seule. Ouais, je suis toujours la Ok. seule. Donc ça, je pense que c'est une énorme particularité parce que forcément, bah, c'est une sensibilité qui est différente. Ouais. Ouais. J donc je coach beaucoup de femmes et je pense qu'il y a pas mal de femmes qui viennent naturellement vers moi Mm. par rapport à cette sensibilité. Tout ce qui est lié, voilà, à la confiance en soi, ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, que les femmes ont beaucoup besoin de travailler sur cette partie-là. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment cette sensibilité, très forte, hem et ce côté très très bienveillant, Mm. voilà, que j'ai, même si bon, la bienveillance, c'est chez tous les coachs, mais enfin, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Et c'est quelque chose qui est important pour toi et tu forces pas le trait, quoi. C'est juste ta façon de, Je bah, suis comme ça dans la ouais, vie. voilà, Mmh. enfin, pas d'évoluer, mais ta façon de travailler et d'être, quoi, tout simplement. Ouais. Ok, cool. Ah oui, alors du coup, j'ai vu passer là une story dont j'ai rajouté la question il y a peu. J'ai vu passer une story, bon, je sais que tu le fais souvent, hein. T'as préparé un accompagnement spécifique pour les séries online. Donc, bah, il y a les séries de janvier, c'est en plus les plus grosses séries hein, qui arrivent généralement en début d'année, après les étrennes de Noël, tout ça. Les joueurs sont bien prêts à aller sur les tables. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce programme-là? Oui, alors c'est vrai que d'habitude, je fais toujours un coaching mental, de 2 heures, donc de groupe et là, j'ai décidé de proposer un coaching différent puisque je suis en collaboration avec Anthony Apicella, Ok. heu, qui est donc, mon coach technique Gros grinder et régulier, hein, d'origine voilà, corse, mais qui fait le circuit c'est français, ça. qui a Top Reg, beaucoup de gains, ouais. Ouais. qui fait une super belle année là, notamment en live. Ouais. Hem et donc moi, je le coach mentalement et lui, il me coach techniquement et on a voulu vraiment créer quelque chose de complet avec de la technique, en plus du mental. Cool. Donc ça va être un coaching donc de groupe avec pareil des groupes, très limités de joueurs et de joueuses. Ça dure 5 heures, 3 heures le matin de 10 heures à 13 heures avec Anto, Ok. où, il va review des tournois, sur lesquels il a performé. Il va expliquer, bah, de quelle manière il faut aborder les tournois des séries, Ok, spécifiquement la série. Ok. spécifiquement, voilà. Bien sûr répondre à toutes les questions, quel tournoi il vaut mieux jouer en priorité, donc voilà, vraiment technique, stratégique et moi, je prends le relais l'après-midi de 14 heures à 16 heures, donc sur, bien sûr, la performance et sur le mental. Comment se préparer, mentalement pour arriver en confiance, serein, avec des routines, comment on tient sur la durée, comment on gère ses émotions,
comment Comment on on choisit optimise son énergie. sa grille de tournoi, si on choisit des jours off, lesquels sont les mieux, tout ça? Est-ce qu'on Voilà, si c'est on aussi s'adapte aussi, si jamais on a plusieurs day 2, est-ce qu'on cut pas vraiment les sessions avant pour bien se reposer? tout à fait. OK, tout ça? OK, Voilà, donc c'est un super intéressant. coaching, qui va être très complet, donc 5 heures et c'est 200 € par personne. OK et redonne-nous les dates? Alors les dates, c'est, 22 décembre, OK. 26 décembre, Ah oui, 27 donc décembre. c'est une journée à chaque fois? Donc il y a plusieurs Ouais, jours, une OK. journée à Ouais, chaque cool. fois. Voilà. 2 janvier et 3 janvier. OK. Bon, bah, cool et c'est la combienième, de session que tu fais comme ça? Ça doit être la 5e ou 6e. 5e ou 6e déjà? Mais là, c'est la première fois qu'il y a de la partie technique. OK, super intéressant. Alors j'en ai déjà fait avec un peu avec, des intervenants. OK. Ça, j'en ai déjà fait plusieurs fois parce que j'avais fait venir, notamment, Julien Pérouse, j'avais fait venir Aladdin, enfin, j'avais déjà fait venir, pas mal de reg, Mmh. mais c'est la première fois, voilà, où j'ai quelqu'un avec qui je collabore et qui, prépare aussi en amont, quelque chose de structuré, sur la technique. Ouais. OK, super intéressant. Et du coup, concernant le live, est-ce que tu connais tes prochains événements live? Alors le Il y a quoi? Il y a prochain, WSOP Marrakech bientôt, non? Janvier, non? à domicile. C'est Voilà. ça sera à Marrakech. Trop bien. Donc tu as prévu de jouer? Oui, je pense que je jouerai, il y a moyen que je joue un peu, ouais, sur ce festival-là. OK. Mais là, on arrive dans la période où il y a pas mal de Marrakech, hein. Il y a WSOP, le Sismix en mai et est-ce que je sais que l'année dernière, tu étais venu au WIPT à Aix-en-Provence. Oui, Est-ce que tu as déjà prévu de revenir ou si je ouais, crois je que pense que je serai là aussi. OK. C'est vrai que tu es assez proche, enfin, tu as beaucoup d'élèves qui sont sur la communauté de Wina, du coup, non? Énormément, ouais. Ouais, donc du coup, c'est intéressant, C'est d'être pour sur ça que ces gros souvent je me événements. déplace sur ces événements-là. Mmh. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était Avec super plaisir. et puis, on va essayer de ouais, on va mettre les dates là, comme ça, même ceux qui loupent la session cette session-là, bah, tu en fais pour chaque série, donc il y aura celle d'avril aussi. Donc ils auront l'occasion Pour de les s'inscrire. prochaines. Ouais, Mmh, exactement. voilà. Bah, merci beaucoup Audrey et passe une bonne Merci soirée. à À bientôt. toi. À bientôt. Salut, ciao, ciao.